Hello à tous, c'est Leroy, on se retrouve sur Souko Card. Aujourd'hui, je ne suis pas avec Seb de Souko. Grâce à lui, nous avons ce magnifique display Pokémon. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur le maire de Thonon-les-Bains. Donc, je vous laisse un petit peu plus vous présenter. Bonjour, bienvenue dans la mairie de Thonon-les-Bains. Merci beaucoup de m'accueillir. Une ville de 40 000 habitants, capitale du Chablais, sur la rive française du lac Léman. Merci beaucoup de m'accueillir. Je vous en prie. Donc aujourd'hui, on va ouvrir des boosters, donc Pokémon. Donc on n'ouvrira peut-être pas tout le display, on va en ouvrir une belle partie en espérant qu'on ait des très belles cartes. Et je vais vous poser quelques questions sur votre métier, qu'on peut tous se poser, parce que maire, on en a tous dans nos villes, mais on ne connaît pas forcément le rôle que vous pouvez avoir et les activités que vous avez, tout ce que peut engendrer le rôle de maire. Disons qu'on se pose beaucoup de questions en silence. Et aujourd'hui, on va essayer d'y répondre. Donc la première question que je voulais vous poser, c'était qu'est-ce qui vous a motivé à devenir maire et quelles sont les choses les plus gratifiantes que vous avez à faire dans votre travail? Alors, ce qui pousse quelqu'un à devenir maire, je pense que c'est d'abord l'amour de sa ville, de son village, parce que c'est peut-être l'histoire d'une vie. En ce qui me concerne, c'est d'abord une vie associative. J'ai été sportif, j'ai encadré des jeunes sportifs, je suis devenu entraîneur, dirigeant d'une association bien connue à Thonon-les-Bains. Et finalement, c'est ce qui m'a ouvert les yeux sur l'activité publique, la vie de la cité. Et ça m'a donné envie de voir, quand on organisait des manifestations, qu'est-ce qu'il y avait derrière du côté de la ville, des employés qui mettent à disposition des équipements, du matériel. Et voilà. Et finalement, c'est par là que je suis arrivé à la chose publique, même si en parallèle, depuis que je me souviens, je me suis toujours intéressé à la politique. D'accord. Merci pour cette réponse. Parce que oui, auparavant, donc, vous avez été sportif, vous avez eu plusieurs activités. Oui, j'ai eu plusieurs vies. J'ai fait de ma passion du sport un métier. Je suis devenu enseignant d'éducation physique et entraîneur de gymnastique. J'ai exercé une vingtaine d'années, c'était un peu la suite logique de ma première vie, entre guillemets, et ça m'a donné beaucoup d'occasions d'avoir des relations avec des élus municipaux, régionaux ou nationaux. Et puis en parallèle, comme j'étais intéressé à cette activité, j'ai décidé à un moment donné de me reconvertir et je suis devenu avocat. Mais au départ, je me suis reconverti pour faire des études de droit et améliorer mes connaissances pour un jour peut-être prétendre à la magistrature communale. D'accord. Et puis de fil en aiguille, les choses sont bien déroulées, je suis devenu avocat. Et j'ai exercé à peu près 20 ans avant de devenir maire en 2020. D'accord, ouais, donc vraiment très complet, très intéressant, parce que vous avez été donc, dans le milieu du sport, enseignant et encadrant sportif, Oui. Puis avocat, puis maire. Je pense qu'il y a des étapes qu'on a dû peut-être louper. Mais... Non, mais il y a un lien très fort en ce qui me concerne, parce que je vous dis, l'intérêt à la chose publique, c'est dans le milieu associatif, parce que dans les associations, on donne de son temps pour les autres, donc c'est une démarche qui est importante et qui se retrouve dans le métier de maire. Ensuite, l'expertise, les compétences techniques, elles sont indispensables, notamment pour une ville comme Thonon-les-Bains. Donc ça, le métier d'avocat m'a beaucoup appris. Et le métier d'avocat, il est aussi tourné vers l'autre. Hein. On sert des causes, on est là pour aider les gens. Et donc tout ça a fait que finalement, c'est une suite assez logique pour moi. Et je me nourris chaque jour de ces deux expériences dans mon métier de maire. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu une journée type en tant que maire? Alors, ma journée type de maire, elle est d'abord marquée par l'importance que j'attache à ma famille, c'est-à-dire que le matin, j'ai fait le choix de m'occuper de mon fils, qui est assez jeune. Et donc, ma journée, elle commence à 6h30, je prépare mon fils, je déjeune avec lui, et ensuite, je l'emmène à l'école. Donc, à 8h, il est posé à l'école, et ma journée de maire commence. Pour être au bureau le plus souvent à 8h15, 8h30. Généralement, c'est le moment un peu calme où on va signer des parapheurs, lire des notes que préparent les services. Puis ensuite démarre la série des réunions
beaucoup de réunions, des réunions avec les services en interne, des réunions avec des partenaires, départements, régions, agglomérations. On a également des rendez-vous, c'est-à-dire qu'on accueille des concitoyens qui demandent à une audience, au maire mais aussi aux adjoints. On a des grands chantiers qui sont ouverts, donc les réunions sont assez importantes dans mon emploi du temps. Et généralement, la journée se termine vers 20h, 21h. Donc on passe allègrement les 12 heures, sachant que même la pause déjeuner est utilisée parfois pour travailler de manière un peu tranquille, parce que le métier de maire, il est extrêmement contraignant. On est très très sollicité. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas un métier uniquement de relations au public, c'est aussi un métier de dossier. Et c'est la raison pour laquelle moi j'attache beaucoup d'importance à être impliqué dans l'avancement des dossiers. D'accord. Est-ce que pour vous, on peut dire que c'est un métier passion ? Ça ne peut être qu'un métier passion parce qu'il est tellement exigeant, on renonce à tellement de choses. J'ai parlé de la vie de famille, j'ai parlé des loisirs, j'ai parlé de ses propres aspirations qui peuvent être associatives, etc. Aujourd'hui, le plus clair de mon temps, il est consacré à ça. Et les gens, parfois, sous-estiment cet investissement qui est extrêmement important, parce que je vous ai parlé de la journée type du lundi au vendredi, mais le maire, il est aussi sur le terrain le week-end, parce qu'il est invité dans toutes les manifestations qui se déroulent sur la commune. Les gens veulent avoir un accès à leurs élus, et c'est tout à fait normal. Et comme la commune accompagne des associations, des entreprises, eh bien, on est aussi présent pour voir finalement le résultat de ce travail de partenariat. Et donc c'est 7 jours sur 7 et c'est toute l'année. Oui, justement, je me souviens, j'allais rebondir dessus par rapport au Thonon Gaming Fest et au FIS. On s'était déjà rencontrés là-bas, justement, et c'était pas en semaine, c'était en week-end. Ouais. Et du coup, vous faites le lien vraiment entre, en amont, vous avez tous les dossiers, les réunions, et une fois que le chantier ou l'événement est là, vous allez voir aussi. Donc vous faites le lien de A à Z. Oui, et puis là, l'exemple que vous citez, c'est vraiment un exemple typique et c'est un vrai plaisir parce que finalement, c'est la municipalité qui a souhaité créer cet événement. On a commencé à regarder pour créer cet événement, ce qui se faisait ailleurs, quels partenaires on était susceptibles de solliciter. On a monté un cahier des charges, on a fait un appel d'offres, on a décrit l'événement qu'on imaginait être le plus pertinent pour Thonon. Donc on a examiné des propositions, on en a retenu une, et puis avec le candidat retenu, on a progressivement mis en place cet événement. C'est un événement qui a eu immédiatement un franc succès parce que d'abord on voulait un événement à destination des jeunes. Il y en a très très peu, et notamment à Thonon. Et en plus, c'était une cible publique jeune, mais surtout, on voulait parler des nouvelles technologies. Parce qu'une ville comme Thonon doit véritablement accompagner le développement de ces technologies, montrer que ce n'est pas une affaire de personnes qui sont complètement dans un univers clos, mais au contraire, que derrière ça, il y a une industrie de jeux vidéo. J'ai découvert, en m'intéressant que c'est la première industrie devant le cinéma dans le monde. Donc d'abord, il y a des retombées économiques, il y a des retombées médiatiques, parce qu'on a eu, je me souviens toujours de ce chiffre de la première édition, 11 millions de vues sur le net. Ah non, c'est énorme. Et puis, on avait voulu aussi, et ça c'est important, c'est la spécificité du Thonon Gaming Fest, c'est qu'on voulait un festival qui ne soit pas seulement pour les joueurs, mais qui soit pour le grand public. Donc l'idée du village, des partenaires. Et puis ça a été aussi l'occasion de découvrir la technologie, j'en parlais, l'innovation. Le partenaire qui organise, les partenaires qui organisent cet événement comptent parmi eux Orange. Et Orange a mis en place une première européenne grâce au Festival de Thonon, avec la capacité à superviser la bande passante en permanence pour assurer la sécurité du tournoi. Et donc ça, c'est des choses qui sont très valorisantes parce que c'est une première européenne qui se fait à Thonon. C'est un format qui est assez peu courant avec ce village, donc c'est une présence physique qu'on attend.
Et puis les premières éditions, j'étais très agréablement surpris de voir des jeunes, bien sûr, mais aussi les moins jeunes, les parents, les grands-parents, qui découvraient grâce au festival. Et quand vous êtes là pour inaugurer ou simplement déambuler dans les allées du village, c'est une vraie satisfaction parce que vous vous dites que vous avez concrétisé un projet et que ça parle au plus grand nombre. D'accord, qui vont être connectés sur le même réseau afin de faire un tournoi ou plusieurs tournois simultanés sur différents jeux. Orange était là pour veiller que tous les tournois, donc sur ordinateur et même console, qui avaient besoin d'internet du coup, pouvaient se dérouler sans souci. Parce que quand vous avez, je ne vais pas parler des consoles, mais quand vous avez une seule salle avec environ 300 ordinateurs, plus les streams, donc pour diffuser en direct les parties des joueurs, les annonces des tournois, choses comme ça demande énormément de connexion internet. Donc ils ont ramené la fibre, il y avait des techniciens qui étaient sur place à veiller, enfin voilà, ils ont fait un boulot monstre et c'était vraiment admirable et très cool que les organisateurs, vous via la mairie et tout ça, aient réussi à mettre ça en place parce que pour tout le monde, pour toute la communauté toulonnaise, même du Bas-Chablais, c'est vrai que c'était quelque chose qui manquait parce que hormis à Montreux ou à Lausanne avec la Polymanga, il n'y avait rien du tout dans cet esprit-là. Quelques années auparavant, on a eu Truc de Geek qui avait été créé. Et pour les jeunes, il manquait quelques activités ou quelques événements comme ça. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui donne un petit coup de souffle à la ville. Et c'est agréable. Étant passionné de jeux vidéo et de jeux de cartes, forcément j'en suis très content. Et je vous propose maintenant qu'on ouvre donc, notre premier booster. Donc, hop, tenez. Alors, hop, je vais vous montrer, on a une petite tradition, c'est qu'on le prend par le haut comme ceci. Oui. Et on se check et on se dit bonne app. Ah, d'accord. Bonne app. Bonne app. Donc pour l'ouvrir, vous avez juste à prendre donc, la petite languette qui est derrière et à la tirer un petit peu. Voilà, comme ceci. Alors, la petite languette. Ouais. Hop, et après, vous tirez juste comme ceci. Hop. Est-ce que vous voulez un coup de main? Alors, oui, d'habitude, je sais faire ça avec les biscuits et le chocolat, mais. Ouais, c'est un peu le même principe, mais ils sont bien scellés, ceux-là. Oui, ils sont très forts. Voilà, ça y est. Hop. La toute dernière carte, donc c'est un QR code qui va nous permettre de jouer à un jeu sur mobile. C'est le même jeu que les cartes, sauf en digital, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir les cartes pour jouer, et ça vous permet d'ouvrir des pochettes comme on ouvre en digital. Ce qui est plutôt pratique, quand on est en déplacement et qu'on veut quand même jouer, on peut. D'accord. Donc au début, on va retrouver donc, toutes ces petites cartes-là. En fait, ce sont juste des communes. Donc les premières cartes sont des communes. Et ensuite, on va commencer à voir, donc là on le voit légèrement, donc ça c'est une brillance. Donc là, on a la brillance qui est sur le cadre, vous voyez, donc on appelle ça une reverse. Donc là, on en a une deuxième. Et celle-ci, c'est une holo, parce que c'est dans l'image qu'on a la brillance. Donc je vous ferai un plan à la fin de la vidéo pour vous montrer les belles cartes qu'on aura eues, si on en a, on espère. Hop. Et là, dans votre paquet, par exemple, je vais vous montrer. Donc au début, vous avez donc, toutes les cartes communes. Et là, donc, vous avez une holo, une deuxième et la reverse parce que vous avez dans l'image. Donc là, les premiers boosters ne sont pas fous. Donc, les brillantes, c'est toujours sympathique, mais on cherche des plus grosses raretés, c'est-à-dire que vous avez plus ce cadre, par exemple gris, mais vous avez l'image du Pokémon avec toute l'art, en fait, qui est sur toute la carte. Plus de la texture, des choses comme ça. Et ces cartes-là sont plus rares, donc plus demandées, donc plus chères. Après, on ne cherche pas forcément à avoir des cartes chères, on cherche aussi à avoir des cartes belles, mais pour les échanges, c'est intéressant aussi. Alors, juste pour vous dire qu'il n'y aura malheureusement pas de plan sur les cartes sur cette vidéo. Voilà, là je suis en train de faire le montage avec un autre ordinateur. Merci Scooby, le mien est mort. Voilà, on aime. Donc voilà, il n'y aura pas de plan sur les cartes malheureusement parce que l'ordi est mort. J'ai réussi à sauver donc l'interview
mais pas les plans des cartes. Voilà, j'ai eu un problème dans le SSD, plus le GPU, enfin bref. Donc mon PC est mort, il part en réparation. Donc dans cette vidéo, vous aurez malheureusement pas les plans des cartes. Dans les prochaines, vous inquiétez pas, vous les aurez. Quel est le plus grand défi auquel vous avez été confronté en tant que maire? Alors c'est un défi qui est actuel. Depuis maintenant bientôt 4 ans, on essaye de préparer la ville de demain, qui doit être tout à la fois une ville qui se développe d'un point de vue économique, qui accueille convenablement ses habitants en leur offrant tous les services possibles dans le respect des compétences des communes, parce que les communes ne peuvent pas tout. D'autres collectivités, notamment l'État, sont là pour aussi assumer leurs propres obligations. Donc le premier défi, c'est de dire il faut donner envie aux gens de s'inscrire dans une évolution, parce qu'on ne peut pas figer le temps et se dire qu'avant c'était nécessairement mieux. Moi, je suis quelqu'un qui croit résolument au progrès. C'est pour ça aussi que je fais des choses pour la jeunesse, parce que c'est notre devoir de l'accompagner, de lui préparer une ville et un avenir qui soit le meilleur possible. Et Dieu sait si les enjeux sont importants. Donc, c'est se dire, mettre en place les conditions qui permettront de faire de Thonon une ville qui rayonne, qui est ambitieuse, qui a un développement économique, qui soit vertueux évidemment vis-à-vis de son environnement, de son écologie, mais surtout de ses habitants. Et donc c'est cet objectif d'arriver à proposer des projets qui soient à la fois intéressants pour la dynamique de la ville, parce qu'une ville c'est un organisme, on peut comparer un organisme, ce sont des gens qui vivent, qui travaillent, qui se forment, qui consomment. Et donc on a la chance d'être au bord du lac Léman, c'est exceptionnel, au pied des montagnes. Donc on a un environnement exceptionnel qu'il faut évidemment préserver, valoriser. Et quand je dis préserver, je préfère valoriser, parce qu'il y a aussi cette notion qu'on ne fiche pas les choses en état, on n'est pas un conservateur. Oui. Il faut au contraire avancer et suivre l'évolution du monde qui est autour de nous. Voilà, donc et ce qui est le plus difficile, c'est parfois de faire accepter qu'il faut envisager des évolutions dans nos usages. Je pense notamment à l'usage de la voiture. Je suis pas un maire écologiste, mais je crois fondamentalement que la qualité de vie dans les villes, elle passera par moins de voitures. Et ça, l'expliquer à nos concitoyens, c'est difficile parce qu'ils sont ancrés dans les habitudes. Et lorsqu'on enlève les places de stationnement, on peut créer des pistes cyclables. Lorsque on explique que parfois il faut couper des arbres pour créer un pôle d'échange multimodal et favoriser les transports en commun, on prépare la ville de demain. Alors certes, il y a des interventions qui nécessitent parfois de renoncer ou de faire des sacrifices, mais c'est toujours pour le meilleur. Et actuellement, il y a beaucoup de projets sur la renaturation de la ville. La nature en ville, c'est important pour lutter contre les îlots de chaleur, le réchauffement climatique. Sauf que ces décisions-là, elles n'ont de sens que si elles sont toutes convergentes, parce que c'est une succession de décisions multiples qui doivent toutes être convergentes et qui doivent être acceptées par la population. Et c'est souvent ça le vrai défi. D'accord. Et du coup, je vais rebondir par rapport à ce que nous expliquait. Est-ce que le but de transformer principalement Thonon en ville piétonne va être un petit peu comme Annecy, où le centre est majoritairement piéton. Donc ils ont mis à disposition, donc ils ont enlevé les trottinettes, mais ils ont mis alors c'est pas la marque Vélib, mais des vélos citadins, pour que les gens aient accès, donc ça, je crois que c'est en location que ça fonctionne. Mais est-ce que Thonon va être équipé de moyens de déplacement comme certaines grandes villes où on peut avoir des vélos, des trottinettes, je sais que c'est un peu litigieux. Alors, Thonon l'est déjà équipé, puisque depuis 2022, nous offrons 150 vélos électriques à la location. On n'a pas choisi la formule du libre-service, parce qu'on s'aperçoit que souvent les matériels sont maltraités, on les retrouve un peu partout dans la nature, y compris dans le lac. Et on s'est dit que non, finalement, il faut offrir ce service. Et d'ailleurs, il est extrêmement prisé, puisque les 150 vélos ont été très très vite loués. On en a recommandé 150 et ça correspond à peu près à la liste d'attente. Donc il y a plus de 300 personnes qui ont adopté ce service.
D'accord. À côté de ça, c'est vrai que c'est une vraie révolution, le vélo électrique, parce que dans une ville comme Thonon, avec une topographie qui est parfois un peu rude, moi je donnais pas beaucoup de chance au vélo jusqu'à ce que le vélo électrique arrive. Et finalement, aujourd'hui, si vous avez un minimum d'équilibre, quel que soit votre âge, quelle que soit votre condition physique, vous pouvez vous déplacer à vélo. Il nous reste, nous, un effort considérable à faire pour les pistes cyclables. Mais ça, c'est en cours, puisque à l'échelle du mandat, on aura réalisé 12 km de pistes cyclables, ce qui, pour vous donner un rapport, correspond aux 14 existants. C'est-à-dire, dans l'histoire de Thonon, jusqu'à 2020, on a créé 14 km de pistes cyclables, et nous, en 6 ans, on va en créer 12 km supplémentaires. Donc c'est une offre qui va évidemment compter, en sachant qu'on a voulu aussi que les pistes cyclables convergent toutes vers les établissements scolaires, parce que, encore une fois, là, c'est le pari de la jeunesse, c'est de se dire que si les enfants peuvent demander aux parents d'aller à l'école ensemble à vélo, en ayant l'argument que c'est sécurisé, les parents ne pourront que dire oui, et c'est un peu ça le pari, c'est de se dire c'est par les enfants que la révolution arrivera. D'accord, on va rouvrir un deuxième booster. Hop. Ça y est, maintenant j'ai l'habitude. C'est la prochaine fois où vous en ouvrez avec votre fils, vous pourrez lui dire la différence entre certaines cartes brillantes et d'autres. Je crois qu'il le sait mieux que moi. Hop. Alors j'ai eu comme tout à l'heure 3 brillantes, mais pas folles. Et ben on a eu la même chose. Est-ce que c'est compliqué de gérer l'équilibre entre les attentes des citoyens et les contraintes budgétaires? Évidemment, mais j'ai envie de dire que le plus difficile, avant les contraintes budgétaires, c'est de gérer les attentes qui sont contradictoires. Oui. Parce que je parlais tout à l'heure de la nécessité d'entamer une transition pour faire advenir un avenir qui soit meilleur pour les générations futures. Tout le monde est d'accord sur ça. Et quand je vous dis que ça passe par un renoncement au moins partiel à la voiture individuelle, et bien là, il y a des gens qui trouvent des explications. Voilà. Donc en fait, nos concitoyens, ils sont comme vous, comme moi, ils ont des aspirations personnelles, ils ont des aspirations collectives, et finalement, un élu, c'est une sorte de chef d'orchestre qui doit faire jouer l'orchestre de la façon la plus harmonieuse possible. Donc évidemment qu'on ne peut pas répondre à 100% des attentes individuelles, on ne peut pas répondre à toutes les demandes même collectives parce qu'il y a une contrainte budgétaire, il y a aussi des contraintes juridiques, c'est-à-dire que la commune, par exemple, aujourd'hui, il y a une attente très très forte en matière de santé, et typiquement la santé, ce n'est pas une compétence communale. Le nombre de médecins, les conditions dans lesquelles ils vont s'installer sur un territoire, ça ne dépend pas de la commune. Même si la commune peut favoriser certaines choses. On a créé, par exemple, en moins de 6 mois, en 2022, une maison médicale. Et il fallait également aussi permettre à des internes de médecine de venir faire des stages sur le territoire pour espérer peut-être qu'ils s'y implantent. C'est ce qu'on est en train de faire avec la réaffectation d'un ancien hôtel sur Thonon, l'hôtel des Trois Ballets, qu'on voudrait dédier pour héberger des internes en médecine qui font leur stage de fin de formation, et puis d'avoir un cabinet médical partagé pour que les Thononnais, dont le médecin est parti s'installer hors de Thonon, puissent à nouveau consulter sans se déplacer. Voilà, c'est des petites améliorations qu'on peut faire, mais la compétence lourde, c'est l'État qui l'a. D'accord. Comment vous approchez le travail avec les autres personnes municipales? Les élus ou les collaborateurs de la collectivité? Les deux, justement. Alors, parmi les élus, donc, vous avez naturellement, à l'issue d'une élection, un groupe majoritaire qui, entre guillemets, prend les clés de la mairie. Il s'est présenté devant les électeurs et il y a une tête de liste, homme ou femme, qui deviendra nécessairement le maire. Il y a un certain nombre de personnes qui l'accompagnent, dont certains deviendront des adjoints, parce que le maire a de telles prérogatives qu'il ne peut pas s'occuper de tout, et donc à un moment donné, il faut qu'il délègue. Et ensuite, vous avez des élus conseillers municipaux qui viendront voter le moment venu pour réaliser le programme qui a été présenté devant les électeurs. Par définition, il arrive souvent qu'il y ait d'autres candidats malheureux, puisqu'ils n'ont pas gagné,
et qui ont défendu d'autres programmes, d'autres projets, mais qui ne pourront pas les mettre en œuvre parce que le système fait que l'équipe qui arrive en premier au niveau communal, elle emporte automatiquement la majorité des voix, plus quelques voix supplémentaires qui sont réparties de manière proportionnelle. Donc il y a un système qui est très très clair, qui dit celui qui est élu, celui qui arrive premier, devient quelque part le maître d'œuvre d'un projet qui a été présenté devant les électeurs. Et ensuite, il faut s'assurer, parce que je pense que c'est essentiel, et notamment en ce moment avec l'actualité, il y a une chose sur laquelle je ne dérogerai jamais, c'est que pour donner confiance en la politique et en le politique, il faut respecter ses engagements de campagne. Et trop souvent, ça n'a pas été le cas, et ça a forcément affaibli la confiance en le politique. Et pourtant, le politique, en général, c'est quelque chose de très noble, parce que ce sont des gens qui s'occupent de la vie de la cité ou du pays. Et ça, il faut, encore une fois, beaucoup d'abnégation, beaucoup de compétences et d'expertise, et surtout de l'engagement personnel. Et c'est respectable. C'est respectable parce que la politique a ça de difficile, c'est qu'il y a des gens qui s'y intéressent en la commentant. Oui. Mais ceux qui la font un exercice bien plus difficile pour concilier parfois les contraires. Et donc, au sein d'un conseil municipal, il faut aussi pouvoir entendre les groupes minoritaires qu'on appelle l'opposition. L'opposition, elle a 3 rôles essentiels. Elle doit siéger, elle doit défendre les intérêts de la commune, y compris lorsqu'il faut accompagner les projets de la majorité. Il faut évidemment qu'elle soit là pour contrôler le bon usage de l'argent public. Et il faut éventuellement qu'elle puisse faire des propositions d'amendement ou d'amélioration des projets. Il est assez illusoire de penser qu'un groupe qui n'a pas été élu puisse réaliser entièrement son programme, puisque les électeurs en ont décidé autrement. D'accord. Merci pour votre réponse très, très claire. Que parfois on ne comprend pas tout à la politique. Mais moi je sais que je m'intéresse un petit peu à la politique vis-à-vis par exemple des interviews que je fais aujourd'hui avec vous. Et pour avoir un minimum de connaissances générales, je comprends pas tout le fonctionnement, parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est très dense, je trouve. C'est intéressant mais très dense. Voilà, après il y a diverses opinions dans tout ce qu'on peut lire. Mais je trouve que c'est une activité, il y a plusieurs activités au sein de la politique. C'est pour ça que je suis contente de pouvoir vous interviewer, parce que c'est quelque chose auquel on a connaissance du métier, mais pas connaissance pas toujours accès, du travail qu'il y a dans le métier. Du coup, je trouve ça très intéressant de pouvoir un peu plus développer. Tout à l'heure, vous nous parliez justement de la jeunesse, qui c'était un point fort vis-à-vis de votre programme et de votre envie pour la ville. Est-ce que vous avez encore le temps ou le souhait de mettre en place des activités auxquelles vous serez acteur et même majeur, auxquelles vous pourriez participer en lien avec la jeunesse ou même jeunesse et tout le reste des concitoyens? Oui, on a beaucoup de projets qui sont soit déjà réalisés, soit en cours. J'ai parlé du Tonon Gaming Fest avec cette vocation de technologie et d'innovation pour montrer que la ville est moderne et qu'elle s'intéresse à sa jeunesse. On a un deuxième événement qui est très important et qui va se dérouler cet été pour la 3e fois, c'est le Festival international des sports urbains. Donc c'est le FISE, tout le monde le connaît, ça a été créé à Montpellier, c'est un phénomène mondial puisque Montpellier accueille chaque année 5 à 600 000 personnes sur ces activités que je qualifie d'urbaines, le BMX, la planche à roulettes, le skate, le roller, et puis j'en oublie un, la trottinette. Voilà. Et puis parfois d'autres activités de glisse sur l'eau, et pour l'instant on n'a pas encore exploré ça, mais on le fera probablement. Et ça, c'est un festival qui, pour la 3e année consécutive, est organisé à Thonon. C'est une étape européenne du FISE. C'est la 2e plus importante étape après Montpellier. Alors, on est bien en dessous des 500 000 spectateurs, on est à 30 000, mais on a par 2 fois concrétisé ce succès. Et là aussi, on parle à un public jeune, mais on a derrière ça des attentes économiques.
On va accueillir cette année, pour la première fois historiquement, dans le Chablais, l'école du FIS, c'est la FIS Business School, qui va former des jeunes qui sont passionnés de ces activités à des métiers. Et on a fait le même exercice avec le Thonon Gaming Fest, puisque depuis ce festival, on a pu prendre des contacts et implanter une première école du numérique, Holberton School, qui est implantée depuis 1 an. Il y a 1 an, il y avait 0 étudiants. Aujourd'hui, on est à plus de 70 étudiants qui vont sortir sur le marché du travail avec l'assurance d'avoir un job, parce que ce sont des métiers qui sont extrêmement en tension et qu'il faut former des développeurs web. Et j'espère que ça sera la même chose pour la FIS Business School. Et donc chaque événement, il parle à un public, il est fondé sur un concept pour donner une image de la ville, donc l'innovation pour le gaming, et ce que j'appelle l'urbanité ou le côté citadin. Thonon est une ville, ce n'est pas un village qui a grandi, c'est une ville, et on doit y développer des activités de la ville. Et le FIS participe de ça, c'est pour ça aussi qu'on est très soucieux de le voir rester sur la place de Crète, parce que c'est le cœur de la ville. Et ça fait vraiment plaisir de voir que les meilleurs pratiquants du monde viennent à Thonon tous les étés et donnent de beaux exemples, puisque là il s'agit de sport, à nos jeunes. C'est de se dire qu'on peut faire d'une passion un métier, et ce métier, quand on n'est plus pratiquant, on peut le convertir en un métier qui est autour, le marketing sportif, travailler dans les équipements, voilà. Et c'est un peu le sujet de nos grands événements, c'est de créer derrière une économie qui répondra aux besoins de la population et notamment aux plus jeunes. D'accord. Eh ben, merci. Hop, tenez. Ouais. En espérant qu'on va commencer à avoir des jolies choses. Je puisse vous montrer un peu plus. Et ben, ce sera toujours pareil pour moi. Alors, donc, là, on commence à voir donc, une carte X. Donc ça fait partie des premières raretés supérieures. Donc c'est pas les cartes qui vont coûter très cher, mais ça commence à être plus recherché déjà. Donc c'est comparé à tout ce qu'on a eu maintenant, c'est la meilleure carte. Dans Pokémon, ce que j'ai légèrement expliqué, c'est que c'est un jeu de cartes de base, donc un TCG, Trading Card Game, ou jeu de cartes en français. Mais en France, et même ailleurs, il est principalement collectionné. Il y a peu de joueurs et beaucoup de collectionneurs. D'accord. Contrairement à d'autres jeux comme Magic, qui font partie des monuments, parce que ça fait plus de 20 ans qu'ils sont là aussi, où là, c'est beaucoup de joueurs. Et il y a des très gros tournois. Il y en a eu Thonon Gaming Fest, alors pas de Magic, mais on a eu One Piece, Lorcana, donc c'est un jeu Disney. Où vous allez combattre avec différents univers tels que Mickey, Blanche-Neige. C'est assez ludique, on va dire, mais très stratégique. Et c'est quelque chose, je pense, dans quelques années, le jeu de cartes va arriver à l'échelle du e-sport. Je vous remercie d'avoir regardé la première partie de cette vidéo. Nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie, la semaine prochaine. Allez, ciao!